cet épisode de Mythbuster, Adam et Jamie s'attaquent à deux mythes qui entourent les duels. En plein dans le ventre. Tout d'abord, le couteau est-il vraiment moins fort que le pistolet? C'était vraiment terrifiant. Et dans les duels de samouraï, celui qui bouge le premier perd-il obligatoirement? Ah, j'ai la migraine. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant font parler la poudre Ça va faire mal. en testant une arme d'antan. C'est une mitrailleuse à flèches. L'antique dragon de feu chinois On a mis 10 flèches fusées dans notre dragon de feu. est-il vraiment le premier missile à 2 étages du monde? 3, 2, 1, feu. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je remplace votre réalité par la mienne. et Jamie Heineman. C'est l'aventure. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, Faites le voyage avec nous. Grant Imar Un truc m'a touché. et Carrie Byron. À moi de jouer. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. C'est pourquoi tout ça? On va tester deux mythes autour du duel. Du duel? Oui, tu sais, deux types qui s'affrontent en face à face. Ça t'est déjà arrivé, non? Je préfère pas en parler. Comme tu veux. Le premier mythe, c'est un dicton du Far West qui dit que lors d'un duel, il ne faut jamais utiliser un couteau contre un pistolet. Ce truc-là serait donc plus fort que celui-ci. Ouais. Le deuxième mythe, c'est un dicton samouraï qui prétend que le premier qui bouge lors d'un duel finit toujours par perdre. C'est donc un double duel que nous vous proposons, avec pour commencer un grand cliché du western. D'après les cow-boys, il faudrait pas se servir d'un couteau dans un duel. Tout à fait. Et franchement, je trouve ça sensé. Si j'avais ce flingue et toi ce couteau, et qu'on se tenait à 7 mètres l'un de l'autre, je te tuerais avant que t'aies le temps de me poignarder. Ouais, mais je pourrais le lancer. Comme dans les 7 mercenaires? Ouais, ce serait plus équitable. T'as raison. Alors tu gardes l'arme à feu et moi je vais aller prendre des cours de lancer de couteau. Et on se retrouve à Hockey Corral? Ok. Corral. Si je veux gagner ce duel avec un couteau, Feu! je vais devoir m'entraîner. J'ai donc fait appel à John Labache, un spécialiste qui va m'apprendre tout ce qu'il faut savoir, y compris comment faire le célèbre lancer des 7 mercenaires. D'abord, quels conseils tu peux nous donner pour le lancer de haut en bas? La prise classique consiste à placer le petit doigt sur la tranche, puis à serrer le manche comme si c'était un marteau. Bon, d'accord. Et ensuite, Tu te places de biais par rapport à la cible, tu ramènes le couteau en arrière, et quand tu arrives là, tu le laisses glisser hors de ta main. Ça semble très simple, et quand on a 10 ans d'expérience comme John, ça l'est. Mais pour un débutant comme Jamie, pouce sur le côté, petit doigt sur la tranche. c'est une autre histoire. Jamie essaye. Encore. Et encore, jusqu'à ce que... Regarde ça, Pourtant, même s'il a touché dans le mille, pas mal. ce type de lancer est trop lent pour battre une fine gâchette. Les 7 mercenaires préféraient le faire de bas en haut. C'est un coup bien plus difficile. Alors en attendant, allons retrouver notre tireur. Dans ce duel entre le couteau et le revolver, je serai le tireur et Jamie le lanceur. N'ayant pas trouvé de vieux flingues capables de tirer des billes de peinture, je vais utiliser une arme plus moderne. Mais il me faut quand même un holster à l'ancienne. Et comme ça n'existe pas pour ce modèle, je vais le fabriquer moi-même. Tirer à balles réelles sur Jamie serait trop dangereux, même pour cette émission. Le cuir détrempé est plus malléable. Un pistolet de paintball et un holster tout frais cousu Ouais. feront donc une combinaison parfaite. Je suis content. Bien sûr, c'est un faux. Je pointerai pas une arme sur un cadreur.
Et pendant que Adam s'entraîne à dégainer, En plein dans le ventre. Jamie améliore son lancer. Et voilà, j'ai réussi à atteindre la cible à 7 mètres de distance. Ce qui prouve qu'avec de l'entraînement, on peut devenir très bon à ce jeu-là. Mais lancer un couteau sur une cible nécessite justement d'ajuster sa force en fonction de la distance à laquelle se trouve cette cible. Et ça, c'est bien plus difficile que de tirer au pistolet, où on a juste besoin de viser et d'appuyer sur la gâchette. Ça ne fait aucun doute. C'est bien plus facile de tirer avec un pistolet, mais est-ce que cela prouve pour autant qu'il ne faut jamais utiliser un couteau dans un duel ? Tout de suite, vous ne pourrez pas rester de glace devant le dragon de feu. On va bien s'amuser, les gars. On a un mythe qui concerne une arme ancienne que je trouve géniale. Laquelle? C'est le dragon de feu, utilisé en Chine au XIVe siècle et qui serait le tout premier missile à 2 étages. Oui, je connais. C'est un tube très long, avec une tête de dragon et soi-disant des fusées accrochées à l'extérieur pour l'envoyer dans les airs. À mi-parcours, le 2e étage s'activait et des flèches sortaient par sa bouche. Si je comprends bien, personne ne sait si cette arme fonctionnait vraiment. Oui, et comme il y a très peu de traces écrites, c'est à nous de le tester. Inventé au XIVe siècle en Chine, le dragon de feu serait le premier missile à 2 étages de l'histoire. Le premier étage servait à le faire décoller grâce à 4 fusées. Le deuxième permettait ensuite de tirer 10 flèches directement vers la cible. Cette arme ancienne fonctionnait-elle vraiment? Ou bien le mythe va-t-il être réduit en cendres? Puisque ce missile est à 2 étages, on devrait le tester en 2 étapes. C'est-à-dire? Première étape, on va vérifier que le missile est assez aérodynamique pour voler droit. Moi, je pense pas que ce truc soit capable de voler droit. Sur le croquis, il a pas du tout l'air aérodynamique. Dans ce cas, on n'a qu'à en faire une version miniature et l'apporter à la NASA pour voir si elle est aérodynamique. Après, on verra si on peut propulser des flèches hors de sa bouche en plein vol. Ça me va. J'ai fait quelques recherches sur le dragon de feu et tous les schémas historiques concordent. Il montre 4 fusées de propulsion externe et une tête de dragon avec une bouche béante qui crache les flèches contenues à l'intérieur. Il y a aussi une sorte de queue en guise d'empennage. Je vais donc fabriquer un mini dragon de feu et le tunnel aérodynamique de la NASA nous dira s'il a une chance de voler. Et si c'est pas le cas, on le modifiera jusqu'à ce que ça marche. Direction donc la NASA. Prêt à retourner dans le tunnel? NASA et dragon, drôle de mélange, pas vrai? Tu m'étonnes. Voici le petit dragon de feu de Carrie, qui respecte exactement les schémas. Nous l'avons placé devant le tunnel aérodynamique, que nous allons faire souffler à 40 km/h. Si le dragon tourne et ne corrige pas sa trajectoire, on saura qu'il n'est pas stable. Test de stabilité latérale numéro 1 pour le dragon de feu. C'est parti. Sous le regard attentif du scientifique en chef, Steve Smith, le vent se lève. Et c'est alors que... Si je le touche un peu, voyons s'il dévie. C'est pas stable du tout. Une fusée stable ne bouge pas, même si on lui donne un petit coup. En tournant sur lui-même, le dragon de feu de Carrie prouve qu'il est tout sauf aérodynamique. Carrie passe alors au plan B. Nouvelle tête, Oui. Après quelques subtiles améliorations, moteur interne, J'adore. le missile mythique est prêt à repasser le test. Deuxième manche. Avec un meilleur dragon plus aérodynamique, doté d'ailerons et d'une nouvelle tête. C'est parti. Steve refait une tentative. Oui, c'est très stable. génial. Cette fois, la fusée se rétablit immédiatement. Preuve que ce dragon-ci peut voler. On a notre modèle de base. Nous sommes à l'aéroport de New Jérusalem pour voir quel modèle de fusée décolle le mieux. Visiblement, la première mouture a échoué dans le tunnel aérodynamique, contrairement à la nouvelle version.
L'heure est donc venue de voir comment elles vont se comporter en conditions réelles, avec une vraie propulsion. Avant de travailler sur le deuxième étage de la fusée, Ok, tu peux y aller. les garçons veulent vérifier que le premier dragon n'est vraiment pas fonctionnel, J'ai hâte de voir ça. contrairement au deuxième. Bien, le dragon de feu est en place. Voyons s'il vole. C'est parti. 3, 2, 1. Cette arme aurait certainement tué ta propre armée. Voir son propre missile atterrir sur la plateforme de lancement n'est pas vraiment rassurant. Il est donc temps de passer à la version améliorée. Ok, autour du dragon de feu modifié. Prêt? Ouais, vas-y. Attention, 3, 2, 1, feu. Mortel! C'est magnifique. Nom d'un chien. Ce truc est parti. À perpète. La différence ne pouvait être plus flagrante. Alors qu'une fusée miniature tourne sur place, l'autre part pour la Lune, comme l'avait prédit la NASA. Je pense qu'on peut passer à la version grandeur nature. Et même si, bien entendu, le deuxième étage n'est pas commencé, les résultats sont pour l'instant très encourageants. En partant de la NASA, j'étais déjà assez confiant. Mais vous savez quoi? Ce missile a parcouru 450 mètres. Autrement dit, on va pouvoir le fabriquer grandeur nature. Que l'ennemi tressaille, les Mythbusters ont un dragon de feu. C'est la question que se posent tous les cow-boys. Doit-on à tout prix éviter de se battre en duel avec un couteau? Quel lieu magnifique! C'est parfait pour une confrontation. Alors allons-y. Pour commencer, petit entraînement simultané sur cible. Adam avec son pistolet de paintball et Jamie avec un ballon de baudruche. Je voulais lancer mon couteau de chasse sur Adam, mais bizarrement, personne n'était d'accord. Alors j'ai trouvé une solution, avec ces ballons de baudruche. Je les ai remplis d'eau pour qu'ils aient la même masse que le couteau. Et si je les lance à la même vitesse, l'effet sera le même, sauf qu'Adam restera vivant. Prêt? Comme jamais. Allons-y. Voici comment nous allons rejouer la scène des 7 mercenaires où un lanceur de couteau s'oppose à un tireur au pistolet. Jamie porte le couteau, moi le pistolet. Nous serons séparés de 5 mètres et nous ne pourrons bouger qu'au coup de feu de Mike. Quand j'entendrai ce bruit, je devrais atteindre Adam avec mon faux couteau avant qu'il ne me touche avec sa fausse balle. Je suis prêt. Moi aussi. Ça va? Tu m'as eu dans les parties. Et toi ici? Désolé de t'avoir touché là. Je crois que je t'ai eu avant que le couteau me touche. Mais je serais quand même mort. Et moi, très contrarié. C'est un résultat très intéressant. Ma balle a atteint Jamie avant que je reçoive son couteau. Mais j'ai quand même reçu le couteau. Jamie est seulement émasculé, alors que j'ai été touché en pleine poitrine. Par conséquent, je dirais que le couteau a gagné cette manche. Nous allons en faire d'autres pour être sûr. Passons donc au deuxième test. Voilà. Égalité. Joli. Bien. Après quelques essais, on obtient déjà des données très intéressantes. On peut voir sur les images à grande vitesse que mon couteau est à mi-chemin quand Adam appuie sur la gâchette. Ce qui veut dire que s'il ne l'esquive pas, mon couteau le tuera. Tel sera le but du troisième test. Adam peut-il viser juste, puis éviter le couteau? T'as évité mon couteau. Et moi? Je t'ai raté. En un mot, non. Adam est certes vivant, mais en évitant le couteau, il a aussi raté son tir. Et Jamie s'en sort indemne. On la refait. Lors du test numéro 4, Adam est précis, mais se fait toucher. Tu m'as eu à l'épaule. Mais au cinquième essai, ça marche. Revoyons ça au ralenti. Mike donne le signal. Jamie lance son couteau.
Adam atteint Jamie au torse, avant d'esquiver brillamment le projectile. Je l'ai eu en pleine poitrine. Et lors des tentatives suivantes, Je t'ai arraché la jambe. l'histoire se répète. T'esquives toujours. Voilà qui prouve que lors d'un duel, un lanceur de couteau subit un sort cruel. Je vise juste. C'est toi qui bouges tout le temps. Ce qui ressort de notre duel couteau contre pistolet version 7 mercenaires, c'est que le pistolet gagne, et pour plusieurs raisons. 1. J'ai toujours réussi à tirer avant que le couteau ne m'atteigne. 2. Après avoir tiré ma balle, j'ai souvent eu le temps d'esquiver le couteau. Alors qu'on ne peut pas esquiver une balle, comme nous l'avons déjà prouvé par le passé. On s'arrête là? Le flingue est plus fort que le couteau? Oh que non, j'ai pas dit mon dernier mot. Super! Allons-y. Le premier dragon de feu a subi la loi du tunnel aérodynamique. C'est pas stable du tout. Alors que le missile amélioré a fait sensation. On a notre modèle de base. Passons à la suite. Le moment est venu de se concentrer sur le deuxième étage de ce dragon mythique. Oui, il est supposé cracher 10 flèches fusées par la bouche en plein vol. Il y a 3 choses à définir. 1. La conception, ou comment faire rentrer des flèches dans le dragon tout en conservant une trajectoire précise. 2. La synchro, ou comment faire pour que les flèches soient lancées au bon moment. Et 3. Quelle taille doit-il faire? Je sais comment faire rentrer les flèches et allumer des fusées à retardement, mais je sèche sur la taille. À mon avis, il faut que ce soit assez gros, parce qu'on doit y faire rentrer des flèches d'1 mètre, plus les mèches et le premier étage. En tout, ça fera sûrement près de 2 mètres. On va devoir les lancer dans le désert. Ça me va. En l'absence d'informations historiques sur le deuxième étage, nos amis vont devoir entièrement imaginer cette partie, puis redessiner et reparamétrer leur arme d'autrefois à grande échelle. Enfin, c'est Tori qui s'en charge. Je vais créer le système d'allumage. C'est un système super balèze, parce qu'il faut que les 10 flèches soient lancées pile au moment où la fusée retombe vers l'armée ennemie. Tori doit d'abord transformer les flèches en flèches fusées. Bien. Puis vient le tour du carquois. Je m'occupe maintenant du tube qui va contenir les flèches fusées. Ces 10 flèches vont se glisser dans le dragon de feu. Mais ce qui est important, c'est qu'elles ne bougent pas dans tous les sens. Même si ça ressemble davantage à une mitrailleuse qu'à un carquois, C'est une mitrailleuse à flèches. cet astucieux système devrait permettre aux flèches d'être précises, en admettant bien sûr qu'on parvienne à les lancer. Notre expérience ne peut fonctionner que si le deuxième étage du missile est au point. Je vais donc utiliser 5 fusées, dont les tuyères seront remplies de poudre à canon. Puis je vais placer cette mèche qui est censée enflammer la poudre dans les tuyères et propulser les fusées attachées aux flèches. Maintenant, direction le bunker pour la mise en pratique. J'espère que ça va marcher. T'es prêt? Voici la deuxième phase du test du dragon de feu. C'est parti. 3, 2, 1. Malgré les apparences, ce test est une réussite. Le système d'allumage a bien fonctionné. Le carquois a parfaitement libéré les flèches, qui sont toutes parties sur commande et avec une trajectoire parfaitement droite. Non seulement le système d'allumage du deuxième étage du dragon a bien marché, mais en plus, les flèches fusées se sont plantées dans le contreplaqué derrière nous, ce qui en fait des armes mortelles. Il ne nous reste plus qu'à synchroniser les 2 étages et nous pouvons donc aller dans le désert. Nous sommes dans le désert de Mojave, où nous allons pouvoir tester notre dragon de feu. J'ai pris ma mini-version qui a bien marché à la NASA et je l'ai agrandie. Oui, vous avez devant vous une fusée de 2 mètres. Ok, ici c'est bon. Mais avant de lancer des missiles,
quelques tests de synchronisation s'imposent. L'une des difficultés, c'est de savoir à quel moment activer le deuxième étage. Nous allons donc d'abord tirer un missile sans deuxième étage pour voir combien de temps il vole. En fonction de ça, on pourra couper notre mèche pour que le deuxième étage soit activé au bon moment. Le déclenchement du deuxième étage est crucial. S'il se fait trop tôt, les flèches n'iront pas bien loin. Trop tard, et le résultat ne sera pas meilleur. Le moment idéal, c'est au milieu. C'est au sommet de sa courbe que le missile enverra ses flèches avec une efficacité optimale. Mais comment déterminer ce sommet ? Voici le test de lancement du dragon de feu pour déterminer son temps de vol. C'est parti. 3, 2, 1, feu. Là, c'est du lourd. Quel temps? 12 secondes. C'est parfait. La fusée à un étage a volé tout droit pendant 12 secondes. Passons maintenant au deuxième étage. On veut qu'il se détache au milieu du vol. Les flèches doivent donc jaillir de la bouche du dragon 6 secondes après son lancement. Je dois donc régler la mèche à exactement 6 secondes. Ça va être génial. Feu. Maintenant qu'ils connaissent la longueur de la mèche, ils peuvent tester le deuxième étage de la fusée. Avec un nouveau dragon, une ogive de 10 flèches fusées et une mèche de 6 secondes, Dragon de feu. tout est prêt pour le test du deuxième étage. 3, 2, 1... Ouais! Houston, on a un problème. Tout a sauté? Wow! Ça a explosé? Cet essai est raté. Sur les images, on dirait que le moteur s'est séparé de la bouche et a explosé dans le tube du dragon de feu sans allumer les flèches fusées. On va donc tout réinstaller pour voir si on peut faire marcher le deuxième étage. Bien, deuxième essai, pourvu que ça marche. Test du dragon charge de flèches. 3, 2, 1... C'était monstrueux! Je sais pas pour la distance, mais le système a fonctionné. Ouais, c'était parfait. Malgré une petite frayeur, la mission est accomplie. Peu de temps après le décollage, l'empennage s'est détaché, faisant tournoyer la fusée. Mais les flèches fusées du deuxième étage se sont allumées au bon moment. Nous pouvons passer à l'ultime phase de test de ce mythe. Dans ce deuxième mythe, Adam et Jimmy vont découvrir qui, dans un duel au sabre, a le plus de chances de vivre ou de mourir. À présent, le monde du kendo ou du samouraï. Celui qui bouge le premier perd le combat. La réaction serait donc plus rapide que l'action. Oui. Peut-être que l'adrénaline aide le cerveau à réagir plus vite que si tu es le premier à enclencher le mouvement. Apparemment, on va devoir prendre des cours de kendo. C'est parti. Il faut signaler que ni Jamie ni moi ne savons manier le sabre. Nous serons donc aidés par un expert, M. David Nakanishi, est 4e dan de kendo. Et il va nous montrer comment réaliser correctement cette expérience, afin d'en sortir indemne. Mais pour éviter les blessures, il n'y a pas que l'entraînement. Voici notre armure de kendo. Une chemise, une jupe, des gants, des protections pour le torse et la taille, et pour finir, le casque. Je vais porter tout ça, et Adam également. Après l'habillage, le cours peut commencer. En tête-à-tête. Vous devez aller derrière la tête, puis vers l'avant. D'accord? Aïe! Après 3 heures de souffrance, Waouh, ça fait mal. encore, encore et encore, C'est pas agréable. les garçons maîtrisent apparemment les bases. Maintenant que nous connaissons différentes techniques d'attaque, et comme on aime bien se taper sur la tête, nous allons voir avec cette technique si celui qui attaque en premier touche en dernier. Nous retournons donc au dojo.
qui a été transformé pour des raisons à la fois esthétiques et scientifiques. Notre expérience est simple. Une lumière désignera celui qui lance l'attaque. Il y en a une derrière Jamie que moi seul peux voir, et pareil derrière moi. Si ma lumière s'allume, je respire profondément et j'attaque dans les 10 secondes qui suivent. Si je touche Jamie, sa lumière s'allumera. S'il me touche, la mienne s'allumera aussi. La caméra grande vitesse nous dira alors qui a touché l'autre en premier. Je précise juste que le but du jeu n'est pas de se frapper constamment jusqu'à ce que l'un de nous abdique. Nous frapperons un coup à la fois et nous enregistrerons les résultats. Alors, monsieur Heinemann, t'es prêt? Prêt. Allons-y. Début du test 1. Au hasard, la lumière indique que Adam sera l'assaillant. Mais qui a gagné? Regardez cette première manche. Comme toujours avec Jamie, quand il est en compétition, il ne pense qu'au but ultime de l'épreuve, en l'occurrence, je dois allumer la lumière sur la tête d'Adam. Alors que j'effectue le mouvement entier, lui se contente de tendre son bâton. Conclusion, cette manche n'est pas valide. Deuxième manche. Prêt? Le sélectionneur aléatoire choisit encore Adam. C'est le moment de vérité. Waouh! J'ai l'impression d'avoir pris une poutre. Ouais, c'est pas cool. Cette fois, les deux mouvements sont acceptés. Adam remporte la manche, ce qui n'est pas bon signe pour notre mythe. Lors de la troisième manche, Jamie est sélectionné et comme lors de la précédente, le premier qui bouge l'emporte. Mais les garçons ne comptent pas réfuter ce mythe sans se battre. Ils affrontent le mur de la douleur pendant 20 longues manches. Jamie et moi avons passé la journée dans ces armures, à nous taper sur la tête avec un shinai. Et quelques informations se dégagent de ces images. D'abord, on remarque que nous sommes de plus en plus rapides avec le temps, ce qui augmente également la douleur. D'autre part, nos shinai sont recouverts de grillages, ce qui les alourdit de 200 grammes chacun. Les casques n'étant pas conçus pour recevoir une telle force, des séquelles sont à prévoir pour demain. Aïe! Désolé, Jamie. Ouais, on m'avait pas dit que je devrais prendre des chocs sur la tête. J'ai la migraine. Moi aussi. Allons voir nos données et penser nos blessures. À l'atelier, après quelques aspirines, L'assaillant touche le premier. Ouais. les garçons visionnent les 20 prises au ralenti. Match nul. Et très vite, une conclusion s'impose. Avec Jamie, on a regardé toutes ces séquences où on se tape dessus. Et apparemment, notre calvaire n'aura pas été vain, car les résultats sont très cohérents. Jamais le défenseur n'a pu toucher l'agresseur en premier. Rappelons qu'il ne s'agit pas de compétences en kendo, mais simplement de réactivité. Or, dans cette expérience, le premier qui bouge gagne toujours, c'est clair et net. Conclusion, ce mythe est bidon. Au milieu du désert de Mojave, le missile des Mythbusters a accompli sa tâche. Le concept a fait ses preuves. Les 10 flèches fusées sont sorties du missile à mi-vol. Et maintenant? On fabrique 10 dragons de feu, on les installe dans le désert et on se fait une pure bataille balistique. Ok, mais avant de semer le chaos, on devrait tirer une flèche fusée depuis le sol pour voir jusqu'où elle va. Bonne idée. La flèche fusée était certainement la technologie la plus avancée de l'époque. Pour que le dragon de feu soit un progrès, il doit forcément être plus efficace. Ça me va? On a du pain sur la planche. Avec une douzaine de dragons à fabriquer, nos amis se divisent pour mieux régner. Grant prépare les flèches, Ça va faire mal. Tori les détonateurs Ça va être mortel. et Carrie les têtes de dragon. C'est une véritable usine à dragons de feu ici. On doit fabriquer des dragons, coller 100 fusées sur 100 flèches, qu'on devra placer dans les carquois, qui seront eux-mêmes collés dans le corps des dragons de feu. Et pour finir, il nous restera à les décorer. Ça fait un sacré boulot. Dans le désert, notre trio commence par construire un champ de tir. Bien! Ça fait 100 mètres! Il faut avant tout évaluer les distances T'as pris assez d'eau?
pour pouvoir comparer une flèche fusée toute simple avec un dragon de feu. C'est bizarre. On dirait qu'on est le dernier couple sur Terre. Une fois cette besogne terminée, il regagne la rampe de lancement. 700 mètres. Là, on teste la flèche fusée seule. Ouais, on va voir jusqu'où elle va. Elle trace un sillon, puis retombe sur la Terre. Et oui, tout ce qui monte finit par redescendre 600 mètres plus loin. Maintenant, il est temps de lâcher la bête. Le but, c'est de faire décoller le premier étage de ce missile, qui en compte 2, et de le faire voler en ligne droite. Puis, à la moitié de son parcours, que le deuxième étage prenne le relais et lance ses 10 flèches fusées. Pour que cette arme soit viable en combat, les flèches fusées doivent atterrir au moins ici, à 700 mètres du point de décollage, pour étendre la portée des flèches. Grant a raison. Si les flèches manquent de précision, ce missile sera un bide. Bien, le missile est chargé. 3, 2, 1. Comme prévu, le lancement est parfait. Puis à mi-distance, boum! Les flèches sont éjectées. Mais l'important, c'est de savoir quelle distance elles ont parcouru. Ce test nous apporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que nous n'avons pas retrouvé les 10 flèches, ce qui laisse présager des problèmes de précision. La bonne, c'est qu'elles ont parcouru au moins 750 mètres, soit bien plus que la flèche fusée toute seule. Autrement dit, la bataille peut commencer. Contre les mythes autour du duel, les Mythbusters comptabilisent 2 points. Les légendes, 0. Je l'ai eu en pleine poitrine. Quoique, Quelque chose me gêne dans notre expérience couteau contre pistolet. Explique. Nous avons imaginé un scénario de face à face, où les deux adversaires savent exactement ce qui va se passer. Mais si ça ne se passait pas comme ça... Si je courais vers toi, est-ce que tu aurais le temps de dégainer et tirer? Tout juste, Auguste. Donc, tu as de nouveau le flingue, mais cette fois, je cours vers toi? En fait, tu vas d'abord courir dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas voir. D'accord. couteau contre pistolet, acte 2. Adam va nous montrer qu'il aime quand tout tourne bien rond. Selon le mythe, il serait stupide d'utiliser un couteau lors d'un duel. Mais si j'avais face à moi quelqu'un avec un couteau alors que mon pistolet est dans mon holster, je me sentirais menacé. On veut déterminer à partir de quelle distance un couteau peut être dangereux contre une personne armée d'un pistolet. Ce cercle va nous aider à trouver la réponse. Jamie et moi allons nous tenir dos à dos sur ce point. Quand il le voudra, il se mettra à courir vers l'extérieur du cercle. Je sortirai alors mon pistolet, je l'armerai, j'enlèverai la sécurité et je tirerai. Dès que Jamie entendra le coup partir, il s'arrêtera. Sa position nous indiquera alors la distance à partir de laquelle un couteau est dangereux face à un pistolet. T'es prêt? Carrément. Bien. Allons-y. Comment tu vas savoir si je bouge? On se met dos à dos. Malheureusement, on doit se toucher. Une fois les deux faux ennemis en position, l'attente commence. Quand soudain... J'ai été un peu lent. Non seulement Adam a été lent, mais Jamie a aussi été très rapide, puisqu'il est sorti du périmètre de 7 mètres avant même que Adam ait pu tirer. Ce qui est étonnant dans cette expérience, c'est que pour tirer, il suffit à Adam de bouger la masse de son bras de 60 cm, même s'il a quelques mouvements délicats à effectuer pendant la manœuvre. Moi, c'est la masse de mon corps tout entier que je dois déplacer, et pourtant, j'arrive à franchir une dizaine de mètres. Ce que, franchement, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Partant du principe que Adam peut être plus rapide, contrairement à Jamie, les garçons refont le test à 4 reprises.
Au final, Jamie parcourt en moyenne 7 mètres, ce qui est tout de même impressionnant. Mais qu'est-ce que tout ceci signifie pour le mythe ? Je suis bluffé par les résultats de cette expérience, qui montrent qu'on peut gagner un duel en se servant d'un couteau à condition que la distance qui sépare les deux adversaires soit inférieure à 7 mètres. C'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Bien sûr, nous n'en aurons la confirmation que quand Jamie aura couru vers moi, et non plus dans l'autre sens. On verra alors qui touchera l'autre en premier. Pour ce faire, Adam va brancher un couteau en mousse sur son interrupteur de samouraï, afin de minimiser les risques. Voilà le topo. Je porte ce chapeau et cette blouse. Jamie court vers moi avec un couteau. S'il me poignarde, je suis mort et les loupiottes s'allument. Nos duellistes sont habillés pour la circonstance Je me sens éclairé. et prêts à en découdre. Cette fois, je ne vais pas viser un cow-boy en carton, mais Jamie le tueur qui va foncer droit sur moi. Cette fois encore, je partirai quand je voudrais, avec pour objectif de poignarder Adam avant qu'il ne m'abatte. C'est peut-être le moment de vous dire « N'essayez pas ça chez vous ». Bien, c'est quand tu veux. Ça va? Ouais, fallait bien que ça arrive. Le résultat est spectaculaire, quoique assez inattendu. Voilà ce qui s'appelle mordre la poussière. Malheureusement pour Jamie, la caméra grande vitesse n'en a pas raté une miette. Jamie se replace à 7 mètres et le test peut reprendre. Je t'ai eu en pleine poitrine, mais c'était vraiment terrifiant. Oh oui, quelle vision cauchemardesque que ce Heinemann qui vous fonce dessus en hurlant. Mais à cette distance, c'est Adam qui a gagné le duel. De peu. Jamie passe donc à la ligne des 6 mètres. J'ai mis la sécurité, l'arme est chargée. Vieux, je t'ai jamais entendu crier comme ça. J'ai réussi à toucher Jamie lorsqu'il est parti de la ligne des 7 mètres et de celle des 6 mètres. Mais à 6 mètres, c'était moins une. Ceci dit, c'est normal que les distances soient plus courtes que dans l'autre test. Parce que le fait de le voir courir vers moi en criant, ça donne une sacrée montée d'adrénaline. Ça me pousse vraiment à tout faire pour l'abattre avant qu'il me tue. Mais cette pression sera-t-elle suffisante à 5 mètres de distance ? J'ai parfaitement conscience des petites manigances de Jamie. Il essaie de me faire rire avant le départ, pour mieux exploiter ma perte provisoire de concentration dans les secondes qui suivent. Mais non, ça marchera pas. Je suis mort. Je t'ai touché avec le flingue, mais t'as planté ta lame dans ma poitrine avant que j'ai eu le temps de tirer. T'es mort. Je suis mort. Mort. Oui, Jamie est enfin le héros. À 5 mètres de distance, Adam a eu le temps de dégainer et d'armer, mais pas de tirer. Un résultat qui se confirme sur les tests suivants. Je suis mort. C'est officiel, je suis mort de chez mort. Quelle conclusion en tirer en ce qui concerne le mythe ? Si l'on vous dit qu'il ne faut jamais se battre en duel avec un couteau, on sous-entend que le tireur peut avoir une confiance totale en la supériorité de son pistolet face à une arme de l'âge de pierre. Or, nous venons de prouver le contraire. En combat rapproché, le couteau est une arme très respectable et très dangereuse. En conclusion, t'as réussi à me toucher en partant d'une distance qui se situe entre 5 mètres et 5 mètres 50. Ouais. Disons que la zone où le couteau devient mortel commence à 5 mètres 50.
J'aurais jamais parié sur une telle distance. Moi non plus. Les missiles de guerre à 2 étages sont utilisés depuis des décennies. Mais pourrait-il avoir un ancêtre plus lointain? Le test final du dragon de feu devrait nous éclairer sur le sujet. C'est l'heure du dernier test du dragon de feu. Nous allons tirer 10 missiles et voir comment ils se comportent lors d'une bataille. Nous avons une armée chinoise et un château que nous allons placer à 750 mètres. Alors que les cibles sont déjà prêtes, à la salle des commandes, Bonjour l'arsenal. on met en place les fusées. Nous avons 10 dragons de feu, chargés chacun de 10 flèches fusées, et nous allons évaluer ce mythe selon 2 critères. Missile de la mort. Tout d'abord, les 2e étages vont-ils tous se déclencher? Autrement dit, l'arme est-elle fiable? En tête du peloton, le dragon d'or. Ensuite, les flèches tueront-elles assez de soldats? Autrement dit, le dragon de feu est-il précis? C'est mortel. Pour que ce mythe soit confirmé, il faut pouvoir répondre oui aux 2 questions. Êtes-vous prêt à savoir si cette arme d'autrefois est viable? J'espère juste qu'ils vont pas tous exploser au décollage. Que la guerre commence! Avec une armée postée à moins d'1 kilomètre et sous le vent brûlant qui balaye cette vallée de la mort, il est temps de faire décoller notre brigade de dragons. Bien, voici le dernier lancement des dragons de feu. Massacre à grande échelle. Là, ça rigole plus. 3, 2, 1, feu. Waouh, c'est le mot. Les 10 missiles décollent, puis Oh, il pleut! Regardez, ils atterrissent partout. Allons voir ça! depuis le bunker, les Mythbusters ont pu constater que 7 des 10 deuxième étages avaient fonctionné, pour un total de 70 flèches lancées. Une seule de ces flèches a-t-elle atteint sa cible? Eh bien, non. Nous avons trouvé une quarantaine de flèches, dont moins de 10 dans la zone cible. Certaines sont tombées à 400 mètres et d'autres sont allées à plus de 1000 mètres, bien au-delà du château. Bien sûr, le vent n'a pas aidé. Mais en termes de précision, on peut dire que c'est un échec. Verdict? Aucune victime n'étant à déplorer, les dragons de feu paraissent très peu fiables. Alors, ce mythe du dragon de feu a-t-il rempli les conditions? Oui et non. Les missiles ont parfaitement décollé. Puis le 2e étage s'est détaché, augmentant la portée des flèches. Le problème, c'est que ça n'est pas fiable. Nous avons lancé 10 dragons de feu. Certains n'ont pas envoyé leurs flèches. Si ça avait été le cas, on aurait retrouvé 100 flèches par terre dans ce secteur. Conclusion, le dragon de feu a peut-être existé, mais quant à savoir s'il s'agissait d'une arme efficace, la réponse est non. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas tombé loin. Ouais, mais ça manquait de précision, voire de fiabilité. Ça peut peut-être effrayer l'ennemi, mais pas le tuer. Donc, compliqué, pas pratique et pas très efficace, mais totalement plausible. Plausible, ça me va. C'était génial. Et pour la peine, on regarde ce lancement plausible une dernière fois.